Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Harry a enfin été libéré des Dursley et avec l'aide de la garde rapprochée, il a pu rejoindre le mystérieux quartier général de l'Ordre du Phénix. Mais qu'est-ce donc l'Ordre du Phénix ? Et c'est quoi cet endroit lugubre où se tiennent des réunions secrètes ? Certaines réponses seront données dans ce chapitre 4, même si d'autres se feront attendre un peu plus tard. En tout cas, n'attendez pas un ou une invitée sur cet épisode, car il n'y en a tout simplement pas. Et oui, c'est un épisode à l'ancienne, juste à deux, ça faisait longtemps, mais c'est cool aussi parfois, non ? Voilà, qu'est-ce qu'on va se dire ? Je sais pas si on n'a plus rien à se dire avec le temps. Des choses à se dire. Je sais pas. On est toujours en live sur Twitch, c'est quelque chose qu'on propose depuis pas longtemps. Donc on a déjà expliqué à ceux qui nous écoutent en direct pourquoi on n'est que tous les deux, mais on peut peut-être le répéter. Tout simplement, on était assez occupés ces derniers temps. Et on n'a pas pu anticiper la date d'enregistrement, en fait. Ouais, c'était un peu... Le temps de préparation était limité sur cet épisode. Et de toute façon, c'est un truc qu'on s'est toujours dit, tiens, pourquoi pas refaire un épisode à deux de temps en temps. Et depuis, je pense pas dire de bêtises, mais depuis qu'on a commencé à recevoir des invités, en fait, on l'a jamais fait. Non, ça fait un moment. On n'a jamais fait un épisode de... Je sais pas, ça fait quoi ? Ça fait 1 an, 2 ans ? Waouh, ça fait longtemps, hein. Et là, c'était l'occasion, donc on s'est dit pourquoi pas, ça va être un épisode chill, juste nous deux, sans forcément d'invités, mais rassurez-vous, si vous avez candidaté et que vous attendez depuis quelques temps, on va vous appeler au bout d'un moment, c'est presque certain, mais voilà, prenez juste votre mal en patience, mais ça ne change rien, on continuera à avoir des invités, et notamment des invités en présentiel, voilà, avec des amis qui nous rejoindront dans nos studios. On déroge pas à la règle non plus, il y aura un after show Patreon. Est-ce que tu veux en dire un peu plus, Marina ? Cet after show, ça sera sous la forme d'une FAQ, en fait des questions que les Patreons nous ont posées suite à notre demande. Exceptionnellement, l'after show ne sera pas enregistré en live parce qu'on garde l'exclu en fait de cette FAQ pour les gens qui sont abonnés à Patreon. Voilà. Et l'ensemble de ce replay, en fait, sur le chapitre est disponible uniquement sur Patreon. Donc, si vous voulez voir notre tête, si vous pouvez pas nous voir en direct et que vous voulez quand même voir la vidéo, vous voulez voir nos têtes, c'est sur Patreon que ça se passe. Si vous voulez voir notre tête du matin, c'est cadeau. Moi qui me mouche, qui a pas compris qu'on était en ligne. Ouais, c'est cadeau. Il est 10h, on enregistre à 10h le samedi, voilà. Et coucou et merci à tous ceux qui sont dans le chat, d'ailleurs, les courageux du samedi matin. Qui se sont levés pour nous écouter. Alors peut-être pas forcément que pour ça, mais en tout cas, voilà, qui nous écoutent de bon matin le samedi. Bon allez, on pense bien fort aux mots que nous a tendus Maugrey Folleuil afin de libérer le secret et de découvrir ensemble ce fameux quartier général. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Chapitre 4. 12 Coureurs Grimord. Nous retrouvons notre Harry Potter préféré qui s'interroge sur l'Ordre du Phénix. Mais il est rapidement interrompu par Maugrey Folleuil. Ce dernier lui demande d'attendre d'être rentré afin d'en parler. Et sur ces mots, il met le feu au petit parchemin avec sa baguette. Harry observe la rue, mais il ne voit pas le numéro 12. Lupin lui rappelle alors de repenser à ce qu'il vient de lire. À peine Harry pense-t-il aux 12 Coureurs Grimord que le bâtiment apparaît comme par magie entre les numéros 10 et 13. Je me suis emmêlée dans ma préparation avec les numéros. Entre 11 et 13. 11 et 13 ? Ah bah oui, 11 et 13. Oui, entre 11 et 13, ouais. C'est sûr, parce qu'il parle du numéro 10, c'est pas un numéro impair dans le livre ? Je sais pas s'il parle du numéro 10. Il y a que des numéros 10 dans ma team, mais est-ce qu'il y en a dans le chapitre ? Donc du coup, il y a un immeuble aussi délabré que les autres maisons qui apparaît comme par magie, et c'est précisé que les moldus qui sont voisins dans les autres maisons n'y prêtent vraiment pas attention. Ouais. Les maisons s'écartent et ça, ils se rendent pas compte en fait. Et puis je me suis fait la réflexion, alors je sais pas si c'est un truc typiquement anglais, mais c'est vrai que là je suis presque sûr que du coup que le 12 c'est vraiment entre le numéro 11 et 13, mais c'est pas forcément évident pour nous en tout cas, parce que généralement quand il y a une rue, ça va être les numéros pairs d'un côté, les numéros impairs de l'autre. Il y a pair et impair, ouais. Donc là on imagine qu'il n'y a pas ce système, et
et que du coup, c'est vraiment les numéros se suivent. Il n'y a pas ce truc de pair impair. Alors, je sais pas si c'est. Non, tu vois, typique- c'est pas forcément dans le chat. Ils disent que c'est pas forcément 11 et 13. Ah, ok. Ils disent c'est 14. Bah, En fait, il faudrait reprendre le livre, mais je l'ai pas vers moi. je l'ai, on va vérifier Ah. ensemble. Les détails, hein. Ouais. Ouais. Là, on est un peu pointilleux. Et oui, si vous nous rejoignez sur le podcast, voilà, on aime bien savoir. Moi, il m'a semblé que c'était vrai. Parce que je me suis fait la réflexion, tiens, il n'y a pas de rue Non, pair parce et que impair. si je me suis plantée, c'est que justement, c'est pas pair et impair. C'est le 11 et 13 dans mes souvenirs. Entre les numéros 11 et Ah, si. 13. Ok, d'accord. Il y a une règle. Toujours écouter Jérémy sur ce podcast. Non, je plaisante. Allez, ban Twitch. Oui, c'est pour ça. Du coup, c'est vraiment une rue qui se suit. Voilà. Moi, je me suis demandé, parce qu'en plus, on le voit dans le film, et je crois que c'est aussi décrit dans le texte, les Moldus, ils se rendent compte de rien. Dans le film, c'est plutôt bien fait, parce qu'on voit ce qui se passe, on voit un peu de la vie chez les voisins à travers leurs fenêtres. Mais en vrai, par exemple, je me suis demandé, là, il y a ce groupe de sorciers. Si tu regardes par la fenêtre, tu vois quoi, en fait? La garde rapprochée, s'il regarde... bon, certes, Maugrefeuille, il a éteint les lumières avec l'été noir, mais tu pourrais quand même les voir. Sauf qu'ils disparaissent dans une maison qui n'existe pas, mais que eux seuls voient. Ouais, mais c'est comme moi, ça m'a fait penser au Magicobus. Quand le Magicobus, après, je sais plus si c'est dans le film et dans le livre ou que dans le film, où tu vois le Magicobus se faufiler entre les voitures et tout. Ils voient quoi, les gens? En fait, ils voient rien. Oui, c'est ça, c'est que la magie est invisible aux yeux des Moldus. Ou en tout cas, c'est là, En fait, mais ils peuvent pas le voir. Ils disent que les Moldus sont tellement concentrés sur autre chose qu'en fait, ils voient pas ce qui est devant le bout de leur nez. Ouais, c'est ça. Je sais plus qui dit ça, je crois dans le premier tome. Je crois que c'est Hagrid qui dit ça. Oh non, c'est Stan Rocade dans le Magicobus, justement, qui dit. Ah ouais? Ah, les Moldus, de toute façon, ils sont incapables de voir quoi que ce soit, ils font pas assez attention. Mais dans le film, il y a un truc où ça crée de la poussière, les murs ils tremblent, et en fait les Moldus sont là, eux ne ressentent rien. Ouais, c'est assez curieux comme magie, mais par contre moi je serais sorcier, je ferais un sortilège de protection comme ça. Pas toi? Genre, c'est un monde dangereux quand même. Bah, c'est un peu embêtant si tu perds le parchemin ou autre. Ouais, mais non, parce qu'une fois que tu l'as lu, il suffit juste c'est vrai qu'une fois, de pas l'oublier, quoi. Ouais. En fait, mais moi j'oublie tout le temps tout, alors les débuts, si j'oublie tout le temps l'adresse. tu pourrais plus rentrer chez toi. Bah ouais, c'est embêtant. Non, mais tu vois, par exemple, je me suis demandé un truc sur le Square Grimoire. Si tu sors de la maison, qu'est-ce qu'un Moldu voit? Ou même qu'est-ce qu'un sorcier qui n'a pas le secret, qu'est-ce qu'il voit? Ah, si toi tu sors de... Parce qu'il y a un moment, tu te retrouves dans la rue. Mais je pense que t'apparais comme par magie dans la rue. Ok, ouais, je pense qu'il y a un truc bizarre, tu vois, que j'arrive pas à me visualiser, mais oui, ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Mais vu que, au niveau des Moldus, vu que chacun est pas attentif à ce genre de petits détails dans la vie, ça paraît invisible aux yeux des Moldus. J'aime bien ce que dit Stan Rocade là-dessus. J'aime bien l'idée qu'en fait, la magie est autour de nous, mais en fait, on n'est pas assez attentif, on n'y croit pas assez, en fait, pour le voir. Un peu comme l'effet, tu vois. On n'y croit pas assez, et puis on est trop pris dans notre routine, notre train-train, pour faire attention à ce qui se passe autour de nous. Est-ce que t'es un peu Peter Pan, c'est ça, dans Peter Pan? C'est-à-dire que il y a que les enfants qui peuvent, qui peuvent voir les faits, parce que les enfants croient en la magie, etc. Il faut croire pour le voir. J'aime bien ça. On peut vite partir sur des théories du complot bizarres, mais en même temps, dans le chat, Mouni dit si jamais tu vois quelqu'un apparaître comme ça, tu dis mais j'ai mal vu. Il peut pas apparaître comme ça. En fait, si tu vois un truc qui paraît magique, tu dis mais non, mais j'ai mal vu, j'ai mal regardé, j'ai cligné des yeux une seconde, il s'est passé quelque chose, en fait, j'ai pas fait attention. Bah, d'ailleurs, c'est l'excuse qui est donnée pour la gare de King's Cross. C'est-à-dire que, en fait, même si on le voit, on se dit bah non, j'ai pas vu ce que j'ai cru voir. Bon, sauf que c'est un peu gros pour King's Cross, parce qu'on parle quand même de centaines de sorciers un même jour qui passent sur le même mur. Là-dessus, c'est un peu abusé, mais passons. Donc là, nous sommes seulement au tout début du chapitre, même pas la première page. On a fait 10 minutes sur la première page. La porte d'entrée protégée magiquement s'ouvre après que Lupin ait donné un coup de baguette. Des bruits métalliques retentissent, puis le bâton s'écarte, dévoilant l'intérieur. Dès son arrivée, Harry est frappé par l'atmosphère lugubre de la maison. Les toiles d'araignée envahissent les murs, eux qui sont ornés de portraits noircis par le temps.
Il a l'impression d'entrer dans un lieu abandonné. Les lampes à gaz diffusent une lumière faible et vacillante qui éclaire un hall sinistre. Pire encore, il dit qu'il se sent comme chez un mourant. Ouais, l'odeur et tout. Ouais. C'est l'odeur, il entend des chuchotements autour de lui. C'est atroce cette image. Mais un rayon de soleil arrive dans ce manoir lugubre en la présence de Molly Weasley. Elle affiche un grand sourire en voyant Harry, bien que celui-ci remarque aussitôt qu'elle semble plus pâle et plus mince que la dernière fois. Mais cela n'empêche pas Molly de lui faire exactement la même remarque. Je suis en train de réécouter en livre audio Harry Potter et le prince de sang mêlé. Et il y a exactement la même scène. Parce que Dumbledore accompagne Harry jusqu'au terrier après avoir été chez Horace Slughorn. Et en fait, il dit en gros que... Enfin, je sais plus comment il le tourne, mais en gros, il préchote le fait que Molly va le trouver trop maigre et donc du coup va vouloir le... C'est vrai. Et donc c'est vrai que c'est un leitmotiv, ça revient tout le temps. Et bon, évidemment, elle lui fait un gros câlin et tout, et elle se tourne vers les autres et annonce que il vient d'arriver, la réunion a commencé. Premier mystère. L'enthousiasme général suite à cette annonce intrigue Harry qui se sent prêt à suivre la fameuse réunion. Mais Molly l'arrête direct. C'est réservé aux membres de l'ordre. En attendant, il peut retrouver Ron et Hermione à l'étage. Et surtout, Molly lui dit de parler doucement dans le hall. Il ne faudrait pas la réveiller. Harry essaie d'en savoir plus, mais Molly coupe court à ses questions et lui propose plutôt de lui montrer la chambre. En montant l'escalier, Harry découvre avec stupeur des têtes d'elfes de maison alignées sur les murs et présentées comme des trophées. Il est précisé que leurs nez sont en forme de groin. Et du coup, j'ai commencé à en parler avec, j'allais dire Harry, avec Jérémy hier. Jérémy Potter. Parce que je me suis dit, mais pourquoi leurs nez sont en forme de groin ? Et toi, en fait, ta théorie, c'est parce qu'en fait, c'est la même lignée d'elfes de maison et que leur particularité, c'est que leur nez est en forme de groin, en fait. Je pense que c'est un détail apporté par J.K. Rowling pour indiquer au lecteur que, en fait, ce sont des elfes de la même famille, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que Créature, normalement, il a un nez en forme de groin. Ouais, c'est ça. C'est un peu un truc. Mais dans le film, il n'est pas représenté comme ça, il a non. un nez crochu. Ouais, non, pas dans le film, ils ont pas tenu en compte ça. Parce qu'on va l'apprendre un peu plus tard que effectivement, on sait qu'il y a la mère de Créature, il y a la tête coupée de la mère. Donc on peut imaginer que c'est un peu tous ses ancêtres, toute sa famille, quoi. Et toi, tu as pensé à un truc hyper glauque hier. Ta théorie sur les décapitations. Dès qu'ils sont trop vieux, boum. Alors, je sais pas si J.K. Rowling a déjà écrit sur ce sujet ou si c'est juste mon headcanon, mais pour moi, c'est ça. C'est que, par exemple, les Blacks, c'est typical de la famille de sorciers qui baignent dans la magie noire et donc, du coup, qui n'a aucun scrupule à exploiter des elfes de maison comme des esclaves, quoi. Et je pense, c'est peut-être mon headcanon encore une fois, hein, mais je pense qu'en fait, une fois que l'elfe devient un peu trop âgé ou n'est plus assez productif, je suis sûr qu'il lui coupe la tête. Ils sont assez sympas parce qu'ils gardent la tête quand même en mode souvenir, tu vois. Merci d'avoir servi notre famille. Et je pense aussi, ça on en avait déjà parlé, mais je pense que les familles dites de sang pur, qui baignent un peu dans ces bails un peu bizarres, voilà, de familles radicales, extrémistes, je pense qu'ils reproduisent leurs elfes de maison entre eux. C'est pour ça que, par exemple, ce détail de ils ont la même forme de nez, c'est parce que je pense que aussi chez les elfes, il doit y avoir de la consanguinité entre eux, tu vois, parce qu'ils les font reproduire entre eux. Et c'est pour ça que c'est horrible, quoi. Enfin, vraiment, on n'est pas que sur de l'esclavage, on est aussi sur de l'élevage, avec les têtes coupées comme ça. Moi, ça m'a fait penser, on en a parlé en off, mais ça m'a fait penser un peu à Game of Thrones, tu sais, quand on voit la tête de Ned Stark, tu vois, affichée dans Westeros. Il y a un truc un peu trophée, tu vois, qui est hyper malsain. Mais ouais, moi, je l'imagine un peu comme ça, quoi. Moi, j'avais imaginé aussi des bails un peu sombres d'expérience sur les elfes de maison et tout. C'était pas mieux que toi. Ouais, non, mais ouais. Là, on le voit vraiment, c'est la dérive totale des sorciers sur l'exploitation des elfes de maison. Tout ce que Hermione rejette, d'ailleurs, ça doit être pénible pour elle d'être là, et en plus de voir comment Créature est traitée. Et ça montre vraiment la soumission des elfes de maison, parce que Créature, il est hyper loyal à la famille Black. Et pourtant, il y a toute sa famille et les têtes de sa famille qui sont affichées comme des trophées sur les murs.
Ouais, et puis Et son futur, c'est ça, c'est être affiché sur un mur comme un trophée. Et il en est fier. C'est un truc. Mais on aura l'occasion d'en reparler de créatures. Personnage extrêmement intéressant dans la saga. On en avait déjà un peu parlé, tu te souviens, quand Sirius dit, c'était dans le tome précédent, quand il dit à Harry, Ron, Hermione, quand il est dans la cave après Poudlard, il veut être proche de Poudlard pendant le tournoi, mais il est quand même en cavale. Et il leur dit, si tu veux savoir ce que vaut un sorcier, regarde comment il traite ses inférieurs. Et que c'était un peu contre son camp avec ce qui va arriver à la créature. Ouais. Donc ça, il y aura pas mal de choses à dire. Même il si on a traite déjà très mal abordé. créature. Hein. Ouais. L'ambiance de la maison est glauquissime. Et il se demande si elle appartient à des adeptes de la magie noire. Bingo! La fameuse chambre est au 2e palier et une fois que Madame Weasley lui a indiqué son emplacement, elle s'empresse de rejoindre les autres pour la réunion. Harry entre à peine dans la pièce qu'Hermione se jette sur lui et l'étouffe avec un câlin, tandis que Coccigrus, surexcité, vole autour d'eux. On imagine bien la scène, c'est précisé avec les cheveux en bataille d'Hermione qui recouvre la tête d'Harry, plus ce petit hibou là qui, j'imagine, qui fait tout autour. Ah oui, Harry se fait agresser. Ouais. il a même pas le temps de voir que c'est Hermione. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça par contre, on disait que c'était pas fidèle pour le moment par rapport à la description globalement, on va dire. Mais là, pour le coup, ils ont respecté ce truc-là dans le film. C'est exactement pareil. Après, il n'y a pas Coccigrus. Non, il n'y a pas Coccigrus. Il n'a jamais été présent dans les films. Et Hermione, je pense qu'elle sent le vent venir puisqu'elle n'attend pas une seule seconde avant de s'excuser. Elle s'excuse pour les lettres, elle dit que c'était n'importe quoi. Oh mon Dieu, les détraqueurs qui l'ont attaqué, c'est un scandale. Et puis l'audience. Non, ils peuvent pas renvoyer Harry, c'est impossible. Ron intervient en demandant à Hermione de laisser respirer Harry. Le pauvre vient juste d'arriver. Harry est accueilli à son tour par Edwige, qui semble pas de bonne humeur, tout comme son papa Harry. Ron lui montre son index bandé et grimace. Il lui indique que sa chouette est furieuse et qu'il en a payé le prix fort. Et il semble qu'Hermione aussi, mais Dark Harry s'en fout. Parce que c'est lui qui a insisté auprès d'Harry pour recevoir les nouvelles coûte que coûte. Auprès d'Edwige, du coup. Enfin, oui, Harry, auprès d'Edwige. Oui, c'est ça, c'est qu'on avait vu ça au chapitre 2, dans 3. Précédent, en fait, en disant... il voulait des réponses détaillées. Ouais, tu pars pas avant d'avoir des réponses. Il lui avait dit qu'il t'allait pincer ou un truc comme ça, c'est non ? ça, qu'il t'allait mordre et tout. Ouais. Donc du coup... Et comme Ron et Hermione ne pouvaient pas le faire, Edwige, elle a obéi loyalement à Harry. Et donc du coup, il y a tout un questionnement qui s'ensuit entre Ron, Hermione, Harry... Et les réponses apportées ne contentent pas Harry et il laisse sa frustration éclater. Tout l'été, ses amis ne lui ont presque rien écrit. Et maintenant, c'est là la bipolarité d'Harry, il veut être seul. On en a parlé en off, mais moi, je comprends complètement ce sentiment. Il y a ce truc-là où vraiment, quand t'es pas bien, là, il est question du mal-être vraiment de Harry. Et ben, je trouve ça hyper précis que quand il est seul, il a envie d'être accompagné de ses amis. Et quand il est avec ses amis, il a envie d'être seul. Tu sais, ça témoigne de tu trouves pas ta place, tu vois. En fait, je veux être seul, mais pas être seul en même temps. En fait, il veut être seul, mais avec les autres, entouré des autres. Enfin, c'est un peu particulier. Mais c'est pas je sais pas si c'est la première fois ou pas, mais ça arrive quelquefois que J.K. Rowling dit ça de Harry, en fait. C'est-à-dire qu'il a envie d'être accompagné, mais en fait, il a envie d'être seul. Et en fait, il sait pas, quoi. Il trouve pas sa place, quoi. C'est une bonne manière de transcrire ça. Et moi, il y a un truc des fois où, là, pour le coup, je peux m'identifier à Harry, où je me dis, tu sais, je suis assez solitaire. Donc, en fait, je me dis, tiens, j'aimerais bien voir du monde. Puis quand t'es entouré de monde, bah, tu dis, bah, en fait, j'ai envie de revenir seul, de retourner. Tu vois, il y a un truc où je m'identifie à fond et je comprends complètement. Oui, on l'a tous ressenti déjà. Harry a un choc lorsqu'il apprend que tout le monde sait qu'il était surveillé par les membres de l'Ordre du Phénix. Malgré cette surveillance, l'attaque des détraqueurs a eu lieu parce que Mundungus est parti avant la relève de son tour de garde. Bien que Dumbledore soit remonté par l'attitude de Mundungus, Harry est heureux que ce soit arrivé, car pour lui, sans ça, Dumbledore l'aurait laissé chez les Dursley. Ça, je sais pas en vrai. Je pense qu'au bout d'un moment, il l'aurait rapatrié. Il l'aurait pas laissé tout l'été, je pense pas. Ouais, parce que c'est toujours un débat, mais Dumbledore a besoin
de laisser Harry chez les Dursley en moins quelques temps pour qu'il considère Private Drive comme son foyer. Donc ça, en gros, c'est toujours comme ça que je l'ai compris, c'est que pour que la magie fonctionne, la protection magique jusqu'à sa majorité, il faut quand même qu'il y retourne un peu, parce que s'il y retourne plus, il peut plus considérer cette maison comme sa maison. Voilà. Mais on voit bien que en vrai, il a pas besoin de rester les 2 mois de vacances là-bas. Souvent, il y reste 1 mois et puis il s'en va. Donc, je me demande, même s'il n'y avait pas eu cet incident, est-ce que Dumbledore aurait quand même pas rapatrié Harry au quartier général, sachant quand même que c'est peut-être... Enfin, pour moi, c'est tout aussi sécurisé que Private Drive, voire plus, en fait. Parce que Dumbledore a plus besoin de surveiller Harry quand il est à l'extérieur de la maison. Il a plus besoin de demander à des membres de l'ordre de monter la garde à Private Drive, quoi. Et je veux dire, il y a tout le temps des membres de l'ordre du Phénix dans la maison. Harry a plus besoin de sortir de la maison. Mais je pense que quand même, ça serait arrivé. Malgré qu'Harry essaye de garder le ton le plus détaché possible, Ron et Hermione échangent un regard équivoque devant le comportement d'Harry. Les 2 amis savaient qu'il allait réagir comme ça. Harry n'arrive pas à comprendre pourquoi Ron et Hermione n'ont pas trouvé un autre moyen de lui faire parvenir des nouvelles. Ok, Dumbledore avait peur que les hiboux soient interceptés, mais il y a quand même d'autres moyens de faire parvenir des news. Mais Dumbledore souhaite qu'Harry ne sache rien. Et Harry prend ça pour de la défiance. Il pense même que Dumbledore juge qu'il est incapable de prendre ses responsabilités. Hermione et Ron tentent de le rassurer, mais Dark Angry Harry fait son apparition à sa propre surprise. Et là, il commence à hurler, coquet, les 2 n'assistent pas à réunion, mais au moins ils sont ensemble, alors que lui, il était tout seul chez les Dursley, qu'il a dû affronter tout seul des situations dont ils n'ont même pas idée. Il a récupéré la pierre philosophale, il s'est débarrassé de Jeu du Sort, il a sauvé tous les 2 des détraqueurs. Harry laisse sortir toute son amertume et sa rancœur qu'il a depuis des années. Il rappelle qu'il a dû faire face au dragon, au sphinx et à d'autres horreurs l'année passée. C'est lui, Harry, qui a vu revenir Voldemort et lui qui a dû lui échapper. Mais bon, après tout, pourquoi est-ce qu'il devrait être au courant de ce qui se passe ? Devant la colère d'Harry, Hermione a les yeux brillants de larmes. Elle s'excuse et elle lui dit qu'il a raison d'être en colère et qu'elle aussi aurait été furieuse. Et du coup, tu m'as dit que dans quel podcast américain ? Dans le Mugglecast. Ouais, ils appellent ça Harry All Caps. Ouais, c'est ça. Il l'appelle All Caps Harry. Je veux dire, en gros, Harry en lettres capitales. All Caps Harry. Et c'est vrai qu'il revient de temps en temps, ce All Caps Harry. Ouais. Il va revenir un peu dans ce tome 5 et même après. Typiquement, moi, c'est ce genre de passage où Harry m'agaçait à l'époque. Mm-hmm. Parce que je le trouvais injuste, parce que j'étais là en mode « Ah, mais pourquoi il s'énerve contre Ron et Hermione ?» Et là, avec le recul d'aujourd'hui, en vrai, je le comprends. Parce que, certes, en fait, je pense que ce qu'il dit, il le pense, mais il n'a pas envie de le dire. En tout cas, il le pense, mais c'est des pensées sombres qui dépassent justement la réalité, tu vois. Au fin de compte, il pense pas ce qu'il dit, c'est ça que je veux dire, mais ça sort de sa bouche. Parce que, quand même, inconsciemment, c'est des trucs qu'il rumine. Et des fois, quand la frustration est trop grande, quand la colère est trop importante, et les mots dépassent notre pensée, en fait. Et ça sort pas forcément au meilleur moment et devant les bonnes personnes, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, même si je pense pas que Harry y croit à 100% ce qu'il dit, il est pas là en train de dire « Oui, mais vous servez à rien, c'est moi le héros de l'histoire. Bien que je sois le héros de l'histoire, on me met de côté. » C'est pas ce qu'il est en train de dire. Enfin, c'est ce qu'il dit, mais c'est pas ce qu'il pense. C'est-à-dire que dès lors qu'il le dit, je suis sûr qu'il regrette déjà de l'avoir dit. Mais ça nous est tous arrivé en vrai. Des fois, quand l'émotion est trop importante, en fait, les mots dépassent notre pensée. Et même si on le rumine, ça veut pas dire que en fait on le pense réellement. Et c'est qu'on est pris par les émotions, en fait. On est trop émotif. Puis en même temps, Harry, il a été isolé pendant 4 semaines avec les Dursley, des personnes qui sont abusives. Donc, oui, il en a gros sur la patate. Et puis en vrai, est-ce que c'est pas sain aussi que Harry, il ait ses moments de colère? Justement, j'utilisais le mot ruminer. Ça serait pire, je pense, s'il disait rien, qu'il gardait tout pour lui. Qu'il faisait comme si tout allait bien. C'est ça. En plus, on voit que garder des choses pour soi dans le monde de la magie,
avec les obscurus et tout, c'est pas forcément une bonne chose. Il y a un moment, notre magie en nous, on peut perdre contrôle. Donc en fait, c'est plutôt sain, je trouve, qu'il s'exprime et qu'il arrive à exprimer sa colère, en fait. Même en tant que moldu. Hein. Ouais. Oui, non, mais la de façon magie, générale. parce que on garde, et au bout d'un moment, même après des années, ça va forcément exploser et ça fait des dégâts. Bah voilà, juste pour dire, je trouve que, en fait, je suis pas d'accord avec ce que dit Harry, mais en fait, maintenant avec le recul, je pense que lui-même est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est juste que des fois, on balance des trucs et en fait, on le pense pas réellement, mais c'est juste que sur le moment, la colère, l'émotion est trop importante et en fait, les mots dépassent notre pensée en fait. Moi, ça m'arrive souvent, enfin, pas d'exploser de colère contre toi ou autre, mais parfois je suis... Si, ça arrive souvent. Help me. Mais des fois, je suis tellement submergée d'émotions et je sais tellement plus où j'en suis que je sors toute ma frustration et ça sort avec des pensées que je devrais pas dire en fait. Enfin, c'est spécial. Ouais. Je suis un peu Harry à ce niveau-là. Mais voilà, moi je l'appelle All Caps Harry. Moi, je l'appelle Dark Harry. Dark Harry, ok. Après son explosion de colère, Harry demande à ses amis où est-ce qu'ils se trouvent. Ron lui explique qu'ils sont au quartier général de l'Ordre du Phénix. Hermione lui explique, elle, que l'Ordre du Phénix est une société secrète dont Dumbledore est le président et le fondateur. Elle rassemble tous ceux qui luttent contre Voldemort. Hermione et Ron ont déjà vu une vingtaine de membres, mais ils pensent qu'ils sont encore plus que ça. Harry demande alors ce qu'il en est de Voldemort, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le plan pour l'arrêter ? Mais Hermione, d'une voix tremblante, je pense qu'elle a encore peur qu'il se mette dans tous ses états, lui dit qu'ils n'assistent pas aux réunions, donc en fait, ils connaissent pas le plan, mais Fred et George ont inventé des oreilles à rallonge. Bon, Madame Weasley s'en est aperçue, du coup, elle est devenue folle de rage, mais Fred et George ont réussi à les cacher avant qu'elle ne les jette à la poubelle, et grâce aux oreilles à la rallonge, ils ont su que les membres... Les oreilles à la rallonge. T'as dit ça avec un accent du sud, là. Fais voir, Fred, ton oreille à la rallonge. Ah bah, c'est la rallonge. Non, c'est plutôt Bourgogne. Ouais, ça fait un peu Bourgogne, c'est la rallonge. Donc, les oreilles à rallonge ont permis de savoir que les membres de l'ordre suivent des mange-morts bien connus et font des rapports sur eux. Certains même essayent d'agrandir les rangs de l'ordre et d'autres se chargent de garder quelque chose parce qu'ils parlent de tour de garde. Et pour Harry, ça fait sens, c'est lui qui le garde en fait. Mais on est d'accord qu'il se trompe. La chose qu'il garde, c'est la prophétie. Ouais. On est d'accord. Okay. Après, ça peut peut-être arriver que un peu ils évoquent la protection de Harry, mais là, c'est pas forcément Harry. Quand le sujet revient tout le temps, c'est parce qu'il parle de la prophétie. Parce qu'Harry, en plus, j'aime pas. Il est un peu t'es un peu con au niveau de Ron. Bah non, mais en fait, Ron, t'interroges pas sur ce qu'il garde, c'est moi, en fait. Ouais, mais encore une fois, moi, je mets ça sur le coup de la colère, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, justement, sa colère l'empêche de penser à ce moment-là. Il est là en mode, bah ouais, en fait, c'est moi qui le garde, hein. Je suis quasiment sûr de ça. T'es un peu con, hein. Et du coup, il est plus enquêteur, là. Il a plus le brain, il a plus l'esprit pour enquêter. Et en fait, il a plus le filtre social. Ouais. Avec ses amis, du coup. Ouais. Après, oui, c'est sain, mais... Enfin, c'est sain. Je sais pas si c'est sain. Je pense que Dumbledore aurait pu embaucher un psychologue pour Harry. Mais bon. Oui, ça, oui. Ça lui aurait fait du bien. Je peux poser une petite question que je me suis moi-même posée? Non, tout le monde s'en fout. Qui s'en fout? Si. C'est pas un peu bizarre qu'Hermione soit là? Pourquoi? Je pose la question. Pourquoi Hermione est là? Pourquoi elle serait pas là? Pourquoi elle serait pas avec ses parents, qui ne la voient jamais, de toute l'année? Et là, elle préfère être dans le quartier général de l'Ordre du Phénix, une maison assez miteuse, où finalement, elle peut pas assister aux réunions. Alors certes, on va le voir. Oui, mais elle est avec Ron. Elle est avec Ron, et ils sont utiles. Elle est avec Ginny. Oui. Elle aide à désinfecter, parce que je pense que au niveau du nettoyage, c'est Molly qui, au départ, s'est tout tapé, je pense. Donc là, Hermione aide tout le monde à tout désinfecter et tout. Puis je pense qu'il y a Ron aussi. Il y a Ron, elle s'entend très bien avec Ginny. Voilà. Ouais, ils sont très proches avec Ron. Hein, parce que c'est pas la première fois où Harry arrive et Hermione est déjà là. Oui, mais c'est ça le truc, c'est ça que j'avais juste envie de pointer du doigt, c'est que
les parents de Hermione ne voient pas beaucoup Hermione. Hein, en vrai. C'est-à-dire que quand elles modifient leur mémoire dans les reliques de la mort pour faire oublier qu'ils ont une fille, est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce qu'ils n'ont pas oublié qu'ils avaient une fille parce qu'ils ne la voient jamais? Bon, Dumbledore refuse qu'il sache quoi que ce soit. Tout le monde le protège sans lui dire pourquoi. Il n'en peut plus de se sentir mis à l'écart. Et puis ses amis lui ont dit qu'ils n'ont pas le droit d'assister aux fameuses réunions. Et pourtant, précédemment, ils lui ont précisé quand même qu'ils étaient très occupés. Occupés, mais à quoi? Pardon. Non, pas à ce que je pense. Hermione... Ah putain, t'as vu ça, toi? Comme Ah non, j'ai pas capté ça. Mais non, j'ai pas capté ça. C'est une blague un peu... voilà. La blague graveleuse du samedi matin. Ouais, c'est ça. Hermione lui explique qu'ils ont désinfecté la maison parce qu'elle est inhabitée pendant des années et donc du coup, forcément, il y avait du travail. Ils ont réussi à nettoyer la cuisine, la plupart des chambres et le plan, c'est de s'occuper du salon Et là, un crack se fait entendre. Et oui, parce que dans un craquement sonore, Fred et George apparaissent dans la chambre. George salue Harry en lui disant qu'il lui semblait bien avoir reconnu sa voix douce et mélodieuse. All caps Harry. Harry est forcé de constater qu'ils ont tous les deux réussi leur permis de transplanage visiblement, ce que les jumeaux confirment. La porte s'ouvre et c'est Ginny cette fois qui fait son entrée dans la pièce. Elle aussi dit qu'elle a reconnu la voix de Harry. Fred et George veulent utiliser les oreilles à rallonge, mais leur sœur leur apprend que la porte est maintenant protégée d'un sort d'impassibilité. C'est Tonks qui lui a appris à détecter ce genre de protection. Déçu, Fred se dit qu'il aurait bien aimé savoir ce que fait Rogue ici, et Harry est choqué d'apprendre que le professeur qu'il déteste le plus à Poudlard se trouve là. Je crois que c'est le pompon sur la Garonne. C'est grâce à l'oreille à la rallonge qu'on entend. On sait ça. S'ensuit un débat sur Rogue, Hermione argumentant qu'il est de leur côté maintenant. La colère de Harry laisse bientôt place à la curiosité. Quand il entend le nom de Bill, il demande ce qu'il fait là et on lui apprend qu'il est parti d'Égypte pour un poste de bureau qui lui permet de travailler pour l'ordre. Sans compter qu'il peut rester proche d'une certaine Fleur de la cour qui elle aussi travaille à Gringotts pour améliorer son anglais. Et elle prend apparemment des cours particuliers avec Bill. Là, on peut être un petit peu graveleux parce que qu'est-ce que ça veut dire, des cours particuliers? On sait ce que ça a donné, les cours particuliers avec Bill. Ouais. Elle a bien amélioré son anglais. Charlie est toujours en Roumanie, mais lui aussi est impliqué dans l'ordre. Je voulais m'arrêter un petit peu sur Charlie Weasley, qui est peut-être le frère Weasley qu'on connaît le moins, parce que c'est celui-là qu'on voit le moins, tout simplement. Si vous avez surtout les films en tête, en fait, vous ne voyez même pas Charlie parce qu'il n'existe pas, si ce n'est, je crois, dans la photo, dans le prisonnier Quand ils sont en Égypte. Ouais, dans le prisonnier d'Azkaban, ouais. On voit la photo, effectivement, Charlie a été casté pour cette photo, mais à part ça, on ne le verra plus jamais. Mais est-ce que tu sais ce que fait Charlie en Roumanie? Juste... il s'occupe des dragons. Il s'occupe des dragons, ouais, exactement. Et sur Bill, c'est intéressant parce que du coup, il travaille en Égypte et maintenant, il travaille à Londres, à Gringotts avec Fleur. Mais lui, son métier est intéressant. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est? Non. Que fait Bill? Alors, c'est un métier dont on connaît assez peu de choses et moi qui m'intrigue beaucoup. Ah, est-ce qu'il travaille pas au département des mystères, moi? Alors non, mais ça se pourrait, tu vois. Ça se pourrait, vu, l'appellation de son métier. En fait, il est officiellement conjureur de mauvais sorts. Ah oui, voilà. Alors, on a peu de détails. Alors, je crois qu'on en sait un peu plus avec Hogwarts Mystery, qui a un peu détaillé l'histoire de Bill, parce que Bill est un personnage qu'on voit dans Hogwarts Mystery, dans le jeu. Mais en gros... tu vois, typiquement, par exemple, en Égypte, s'il y a un trésor qui est trouvé, on va appeler des conjureurs de mauvais sorts pour... notamment avec des momies ou des choses comme ça. Pour enlever tous les sortilèges qui entourent Mais du ces coup, objets. ça signifie que les Égyptiens étaient des sorciers? Ouais, il y a tout un truc. Ouais, ça signifie aussi que, du coup, l'Égypte antique, les pharaons et tout étaient des sorciers, finalement? Ouais, parce que on le sait, par exemple, dans le tome 3, quand la famille Weasley gagne à la loterie, qu'ils ont visité l'Égypte, en fait, les pyramides sont ensorcelées, tu vois. Donc, les sorciers visitent les pyramides parce que ce sont aussi des lieux historiques pour eux. Mais tu sais qu'après, ça peut être inspiré de ce qui se passe vraiment dans notre monde parce que je sais pas si tu as déjà entendu parler,
mais il y a tellement de légendes par rapport à la malédiction des momies Oui. que les personnes qui ont ouvert les premières momies sont tous décédées dans d'étranges circonstances. Et en fait, il y a des légendes urbaines comme quoi, en fait, les momies seraient accompagnées de malédictions si on trouble leur sommeil. Ouais. Bon, après, il est plutôt probable que la poussière et tout qu'il y a depuis des milliers d'années se sont mis dans les poumons et autres des personnes. Mais il y a plein de légendes autour des momies, des pyramides et tout, où c'est hyper passionnant. Des gens sont morts suite à l'ouverture des caveaux. Ouais, puis toute leur croyance peut faire penser à de la sorcellerie quelque part. Mais oui, parce qu'on la a... manière dont ils ont enlevé les organes vitaux Ouais, à la mort. Ouais. On a été voir à Lyon l'exposition sur Toutankhamon. Ouais. Et c'était passionnant. Et en fait, il y a des rituels. Les Égyptiens croyaient à la vie après la mort. Et en fait, ils mettaient plein d'objets symboliques pour accompagner le défunt dans l'au-delà. Il y avait de la nourriture et tout. Et chose un peu moins cool quand même, c'est qu'ils momifiaient et emmuraient vivants les animaux de compagnie. Pour pas qu'ils se sentent seuls dans l'au-delà. Oui, voilà. Oui, il y a toute une croyance de l'au-delà, la vie après la mort, et avec des pratiques qui pourraient s'apparenter à l'idée folklorique, on se ferait de la sorcellerie. Hein. Donc c'est pour ça, je pense que J.K. Rowling a pris plaisir à imaginer effectivement l'Égypte comme une destination de vacances pour des sorciers qui habiteraient par exemple le Royaume-Uni. Ouais. En tout cas, conjureur de mauvais sorts, moi, c'est un métier qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup être dans le quotidien de Bill, tout simplement, de voir qu'est-ce qu'il fait. Du coup, est-ce qu'il a retiré des mauvais sortilèges de momies, de tombeaux? C'est passionnant. Et ouais, pour moi, ça m'évoque aussi le département des mystères, parce que c'est très mystérieux, en fait, comme métier. Et potentiellement dangereux aussi. Hein. Je pense que c'est un métier tout aussi dangereux que d'être horreur, parce que t'es confronté à des sortilèges des malédictions, qui te veulent du mal. Et tout, des malédictions, ouais. Exactement. J'ai vu dans le chat, je suis obligé de le citer. On nous a dit que Fleur a pris des cours de langue. Merci pour cette blague. Je l'aime beaucoup. Quand Harry demande ce qu'il en est de Percy, un froid s'installe parmi les Weasley. Ron lui demande de ne pas mentionner Percy devant leurs parents sous aucun prétexte. Et pour cause, Percy et leur père se sont disputés à la fin de l'année scolaire. Malgré qu'ils se soient fait berner par un mange-mort pendant toute une année avec l'affaire Croupton, on le rappelle, Percy a reçu une promotion. Assistant du ministre, rien que ça. Et alors qu'il pensait impressionner son père avec cette grande annonce, l'effet a été inverse. Arthur pense que Fudge veut utiliser Percy pour espionner la famille qu'il juge trop proche de Dumbledore. Et à partir de là, Percy a dit des choses horribles, accusant son père de n'avoir aucune ambition et d'être la cause de leur pauvreté. Et pire, selon lui, son père a tort de collaborer avec Dumbledore et qu'il est prêt à dire à tous ses collègues au ministère qu'il n'appartient plus à la famille Weasley si nécessaire. Et là-dessus, il est parti le soir même avec sa valise pour s'installer à Londres. Harry est abasourdi, même si Percy a toujours été celui qu'il aimait le moins dans la famille, il ne l'aurait jamais cru capable de faire une chose pareille. À ton avis, est-ce que Percy pensait ce qu'il a dit? Ouais, moi, je pense qu'il y a un fond de vérité. Ouais. Quand en normal, il ne l'aurait jamais dit. Mais en fait, Percy est très ambitieux. Il a toujours été très ambitieux. Il a les dents qui rayent le parquet. Et je pense que... J'adore cette expression. Mais oui, c'est quoi. Et je pense qu'il a toujours eu un peu de dédain peut-être envers ses parents, envers son père, par exemple, qui est au ministère et qui n'a pas jamais cherché à aller plus loin dans sa carrière. Mais je pense que son père, du coup, j'empiète sur ta future question où tu vas demander si Arthur manque d'ambition. Non, mais c'est lié, les questions sont liées. Je pense que Arthur préfère donner vie à sa passion, que sont les Moldus, qu'une carrière potentielle importante au ministère. Je sais pas ce que t'en penses. Le truc, c'est qu'on a pas mal parlé là tout à l'heure de Harry qui, sous le coup de la colère, en fait, dit des choses qu'il ne pense pas réellement et du coup, ses mots dépassent sa pensée. Je pense qu'il y a un petit peu de ça chez Percy aussi, parce que on imagine une dispute horrible qui a éclaté de façon violente et à ces moments-là, on dit toujours des conneries. Je suis pas sûr qu'il le pensait à 100%, même si y a un fond de vérité là-dedans. Ouais. Enfin, en tout cas selon Percy, je veux dire dans son point de vue. Mais par exemple, je sais pas toi, mais
je l'imagine bien partir, prendre sa valise, s'installer dans un petit appartement à Londres et genre pleurer. Tu vois, genre pleurer toute sa race ce soir-là. Ah ouais? Ouais. Mais, et qu'il y a un côté où c'est fait, c'est trop tard. Tu vois? Et aussi, Percy, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un de très fier. Une fois qu'il a pris cette décision, une fois qu'il a dit ce qu'il a dit, il peut plus revenir en arrière. En tout cas, pas maintenant. Et parce qu'il est trop fier pour le faire aussi. Parce qu'il a une posture et qu'il garde cette posture. Et on le voit, par exemple, dans le tome 6, quand il est avec Slughorn, la vérité sur Voldemort a éclaté. On sait que Fudge a fait n'importe quoi, qu'il a caché la vérité, que Voldemort était bien de retour, Dumbledore disait la vérité, etc. Et dans le tome 6, justement, avec Scrimgeour, on sent qu'il y a déjà un... Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Il est déjà dans le regret, Percy, mais encore une fois, trop fier. Et puis, il y a de la fierté aussi des deux côtés, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps et il faudra attendre la bataille de Poudlard pour que Percy rejoigne sa famille, même si c'est un peu tard, hein, honnêtement. On va pas se mentir. Donc, mais vaut mieux tard que jamais. et voilà, c'est un peu ça, Percy. Il vaut mieux tard que jamais. Même si je pense qu'il a un regret instantanément. Mais comme tu dis, il est trop fier pour se l'avouer. Et que je pense que ce qu'il dit, malgré tout, il le pense un peu. Oui, forcément. Forcément. Parce qu'il est très différent de son père. Et qu'il trouve que son père est pas assez carriériste. Tu vois, et s'il était carriériste, ils auraient pu avoir plus d'argent, moins galérer dans la vie. C'est ça. Et il se reconnaît pas en son père et c'est une fracture qu'ils ont entre deux. Et c'est pour ça que je trouve ça précis que la dispute a éclaté entre lui et son père et pas entre lui et Molly, par exemple. C'est vraiment un truc qui les distingue tous les deux. Et ça, pour le coup, c'est... Alors qu'il aurait pu reprocher à Molly d'être mère au foyer et de pas avoir de travail, elle non plus. Ouais, non, ça, non, ouais. Voilà, je pense qu'il l'a regretté instantanément, mais qu'il est trop fier pour se l'avouer et que malgré tout, il y a une part de vérité. Après, est-ce que Arthur, il manque vraiment d'ambition? Ça, c'est une question qui est ouverte. Est-ce que Percy touche pas un truc un peu sensible aussi? Après, ça dépend comment tu vois la vie, mais par exemple, mon papa, admettons. Mon papa, on lui a proposé un poste un peu plus important et pourtant, il n'a pas voulu parce que... est-ce que c'est par manque d'ambition ou parce que il était très bien là où il est et il voulait pas plus de responsabilités et plus d'ennuis? Parce que qui dit plus de responsabilités dit aussi plus d'ennuis. Certes, il y a un plus gros salaire, mais qui dit responsabilité dit emmerde. Dit un plus grand pouvoir. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ah ouais, ouais, après, tout le monde, par exemple, toi, t'aimerais avoir sous tes ordres d'autres personnes? Est-ce que t'aimerais manager? Pour moi, c'est ça. Enfin, la réponse à la question, est-ce que Arthur manque d'ambition? Peut-être que oui, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave de pas avoir d'ambition. Voilà, c'est ça. C'est OK de pas avoir d'ambition. Mais en fait, c'est parce qu'on vit dans une société où c'est la start-up nation, en fait. Faut avoir l'ambition d'être son propre patron, l'ambition d'aller toujours plus haut et tout ça. Mais en fait, si vous avez trouvé un job où vous avez pas forcément de responsabilité et vous êtes cool dans votre job, restez-y. Enfin, Ouais, il y a des gens qui donnent tout dans le travail, qui sont carriéristes, qui veulent graveler les échelons. Et c'est OK de pas être carriériste. Et franchement, force à eux, force à tout le monde. Mais force aussi à ceux qui, en fait, ils sont très bien dans leur petit boulot pépère, qui gagnent pas un gros salaire, mais qui se contentent de ça. C'est bien aussi de se contenter de ce qu'on a, en fait. Parce que c'est aussi une vertu pour moi. De cadres sup gagnent super bien leur vie, mais passent leur vie au boulot. Ouais. Et finissent en burn-out au bout de quelques années. Percy Weasley, Barty Croupton, son idole, Barty Croupton. J'ai pas du tout envie d'avoir sa vie, au-delà de tout ce qui lui est arrivé autre. Mais en fait, c'est ça, c'est que, par exemple, quand tu regardes les ministres de la magie, genre Fudge, c'est quelqu'un que je supporte pas, mais je l'envie pas non plus, tu vois. C'est-à-dire que je veux pas être ministre de la magie, moi. Non. Si je suis un sorcier, je veux être tout sauf ministre de la magie, quoi. Donc, en gros, il faut un petit peu de tout, tu vois. C'est un peu le truc un peu bateau, mais c'est vrai que... Et par exemple... Percy, il touche un truc réel que, oui, effectivement, son père, il est pas comme lui. Son père, il veut pas à tout prix avoir le meilleur poste au ministère. Mais en fait, c'est OK, c'est son choix, c'est OK. Après, en fait. C'est l'évolution aussi que l'on a quand on grandit, quand on commence à évoluer, jeune adulte, et on voit qu'on est différent de nos parents. Et du coup, il y a certains choix de nos parents qu'on comprend pas parce qu'on est tellement différents.
Enfin, ça nous arrive à tous de dire mais pourquoi mes parents ont fait ça, pourquoi ils ont réagi comme ça, et en fait il faut qu'on arrive à comprendre, et ça je le comprends grâce à des années de thérapie, c'est que nos parents sont des humains et des adultes différents de nous en fait, et que si on a fait des choix différents, et ben c'est ok, il faut l'accepter. Ouais, il y a la fameuse question de si tes parents étaient pas tes parents, est-ce que tu serais ami avec eux? C'est ça, ouais. Bah non. Et qu'ils ont fait de leur mieux. Peut-être pas, hein. Parce qu'on voit que nous, bah ouais, aussi, on est dans la vie et on galère aussi, on fait de notre mieux, quoi. Et clairement, Percy, si Arthur avait pas été son père, si ça avait été un simple collègue de travail au ministère, clairement, ils s'entendraient pas. Mais la vie fait qu'ils sont père et fils. Et c'est pour ça que ça explose à ce moment-là. Heureusement, ils se réconcilieront. Mais voilà, c'est comme ça, c'est deux visions de la vie différentes, en fait. Voilà, deux ambitions différentes, on pourrait dire. Et il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. Le fait est que Percy croit ce qui est écrit dans la Gazette du Sorcier. Harry, qui a pourtant lu le journal durant l'été, ne comprend pas où ils veulent en venir. Hermione lui explique que c'est parce qu'il n'a pas lu assez attentivement la Gazette. Le journal n'a eu de cesse depuis le début de l'été de tourner en ridicule Harry. Même si Rita Skeeter a tenu sa promesse et n'écrit plus d'articles, le journal s'en inspire toujours pour donner une image d'illuminé à Harry par des allusions du type « c'est bien une histoire à la Harry Potter, ça !» pour décrire quelque chose d'invraisemblable, par exemple. Le but pour Fudge est simple, convaincre la population que Harry est prêt à raconter n'importe quoi pour passer pour un héros. La colère de Harry reprend quand il entend ça, et Ginny est obligée de le calmer en lui disant qu'ils sont dans son camp. On voit bien tout le problème ici, encore une fois, de la Gazette du Sorcier qui va devenir un vrai PB tout au long de ce tome 5. On va voir à quel point c'est un journal dangereux, parce qu'il est manipulé à la fois par le pouvoir, mais il est aussi manipulé par idéologie. En fait, tout est drivé pour aller dans le sens d'une idéologie unique. C'est un sujet bien actuel. Finalement, les médias qui sont contrôlés pour aller dans un sens et pas dans un autre. Contrôlés par les mêmes personnes. Voilà. Les grands groupes de médias. Des grands groupes, par des grandes fortunes qui ont de l'argent, donc qui ont le pouvoir. Et qui achètent tout. Et qui vont orienter l'information dans un sens et pas dans un autre. Et c'est un sujet qui est encore hyper actuel, en fait. Et qui l'est peut-être encore plus maintenant, j'ai l'impression. Voilà, là, on est en 2025, on est à l'aube du deuxième mandat de Donald Trump, qui a été élu notamment grâce aux médias idéologiques. Et il faut lire Harry Potter, qui se passe dans les années 90. Ce problème se pose déjà, en fait. On est politique ce matin. Ça nous rend politique d'enregistrer le samedi matin? Politique, c'est la première fois qu'on parle politique. Bah non, on parlait d'ambition, les cas. C'est pas forcément. C'est un peu un discours un peu politique. C'est pas forcément politique. Les gens qui nous entendent dire ça, les gens vont pas dire c'est pas des droitards seuls. Peut-être dire c'est ok de pas forcément d'avoir d'ambition, tu vois, genre. Bon, non. Je suis pas d'accord de ce clivage gauche-droite. En plus, c'est hyper désuet. Ok, Macron. Je fais ça. On fait ce qu'on veut, et si on a envie d'être politique, on est politique, de toute façon. Voilà. Tout ça pour dire qu'on voit toutes les dérives quand un média devient trop politique, justement. Et c'est le cas de la Gazette du Sorcier pendant toute cette année, parce que c'est Fudge qui tient les rênes de la Gazette du Sorcier, malheureusement. Hermione ajoute que la Gazette s'est bien gardée de parler de l'incident avec les détraqueurs pour le moment, certainement parce qu'ils attendent que Harry soit renvoyé de Poudlard pour mettre le paquet. Même si, encore une fois, elle précise qu'ils n'ont aucune raison de le renvoyer s'ils respectent leurs propres lois. Oui, clairement, c'est un journal de propagande. Là aussi, en fait, souvent Harry Potter fait des allusions au passé aussi, à l'histoire passée, et notamment pas mal à la Seconde Guerre mondiale. Bon, là, clairement, on est à fond là-dedans. Là, il y a un peu... On n'est pas dans le mythe de la personnalité en ce qui concerne Fudge, mais on est quand même sur un journal de pure propagande qui va donner une vision du monde et pour l'imposer en fait à la communauté des sorciers tout entière. Même si heureusement il n'y a pas que la Gazette du Sorcier, il y a aussi le chicaneur. Ah mais du coup c'est un peu les deux extrêmes. Oui, la Galette du Sorcier la Gazette. La Gazette du Sorcier qui impose son idéologie pour le ministère, pour faire croire que Voldemort n'est pas de retour, etc. Et le chicaneur qui, certes, au milieu de quelques vérités, il y a beaucoup de
théories du complot et autres. Oui, c'est ça, ouais. C'est un peu le problème avec le chicaneur. Qui t'affirme que le ronflac cornu existe. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ça perd un peu sa crédibilité. Et on ne sait pas s'il y a d'autres médias un peu plus neutres. Pas trop, ouais. Il y a Sorcière Hebdo, mais j'ai l'impression que c'est quand même un journal très girly. C'est un peu elle, quoi. Le elle féminin, quoi. Enfin, le elle sorcier, je veux dire. Ouais. Je sais pas s'il y a vraiment une alternative intéressante. J'espère, parce que sinon, 2 magazines, 3 magazines, c'est pas énorme. Mais en vrai, je pense pas, parce que sinon, tu vois, Hermione va demander par le biais de Luna Lovegood d'utiliser le chicaneur pour l'interview de Harry. Donc, s'il y avait un journal alternatif, basé et tout, je pense qu'elle aurait utilisé ce journal-là plutôt que le chicaneur, parce qu'elle-même, en fait, déteste le chicaneur. Enfin, c'est un journal qu'elle respecte pas du tout. Donc, si elle en arrive à faire ce choix et à, entre guillemets, collaborer, du coup, avec Xenophilius Lovegood et son journal, c'est parce qu'elle a pas trop le choix, je crois. Bientôt, des bruits de pas se font entendre dans l'escalier. Fred tire sur l'oreille à rallonge et transplane en même temps que George, avant que Madame Weasley ouvre la porte quelques secondes plus tard. Elle leur informe que la réunion est terminée et qu'ils peuvent donc descendre dîner. Elle demande au passage d'où viennent les bombes à bouse devant la porte de la cuisine et Ginny répond sans sourciller que c'est à cause de pattes en rond. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais pour faire ses tests pour savoir si ils peuvent utiliser les oreilles à rallonge, Ginny utilise des bombes à bouse. Et là, on voit qu'elle arrive à mentir très simplement, très naturellement à sa mère. donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai noté quand même règle numéro 1, toujours accuser le chat. Ça passe bien. Ouais, pouf pattes en rond, ouais. Et c'est vrai que, on en a parlé un petit peu en off, mais je trouve que le personnage qui ressort beaucoup, ça spoil peut-être la partie personnage qui nous a le plus marqué là, juste après, mais je trouve que c'est peut-être la première fois qu'on voit Ginny telle qu'elle est vraiment dans ce chapitre. C'est son vraiment... évolution aussi, que c'est plus une petite fille, la petite fille qu'on a découvert dans le tome 1. Ouais, carrément. Puis même dans le tome 2, quand elle est in love de Harry, on sait que Hermione a fait un travail sur Ginny pour dire ok, bon, Harry il s'intéresse pas à toi, écoute, essaye de passer à autre chose, etc. Et on sent qu'elle a fait ce travail. Elle met plus son coude dans le beurre à chaque fois qu'elle voit Harry. Elle peut être naturelle à ses côtés. Et puis on voit aussi qu'elle va lui refaire les lacets malgré tout. Oui, ça c'est que dans le film. Mais on voit quand même que, enfin, elle affirme son caractère ici, que on sent l'unique fille de la fratrie qui doit donner des coups de coude justement pour s'affirmer. Elle n'hésite pas à rembarrer Harry quand il retourne un peu dans ses travers en mode tout le monde est contre moi et tout. Elle fait non mais c'est bon, on est de ton côté Harry, calme-toi. Et je pense que le fait que ça vienne de Ginny, peut-être que ça a plus d'impact encore que ça vienne de Ron et Hermione. Tu te calmes maintenant. Oui, c'est ça. Et j'aime bien parce que je trouve que Ginny a fait le travail, l'adolescence, la maturité faisant. Et je trouve que dans ce chapitre, c'est la première fois peut-être que se dessine la Ginny qu'on aime, la Ginny qu'elle va devenir en fait. Et la Ginny des livres. Et la Ginny des livres, évidemment. Books Ginny, exactement. Ginny part la première, laissant le trio à nouveau seul. Harry cherche à s'excuser à voix basse, mais Hermione prend les devants. Il savait, Ron et elle, qu'ils seraient en colère, mais c'est important qu'ils comprennent bien qu'ils ont essayé de convaincre Dumbledore. Et Harry acquiesce, même si entendre le nom de Dumbledore l'agace particulièrement. Pour changer de sujet, il demande qui est Créature, et Ron explique que c'est l'elfe de maison complètement dingue qui vit ici. Hermione tente de prendre sa défense, même si Ron explique que l'ambition de Créature, c'est quand même qu'on lui coupe la tête pour être à côté de celle de sa mère sur une plaque. Et de toute façon, Hermione est toujours dans ces histoires de salles. Hermione rétorque d'abord que c'est la S-A-L-E, pas sale. Puis Dumbledore, lui aussi, dit qu'il faut être gentil avec Créature. Petite information qui aura son importance plus tard. On appelle ça comment ? Une préparation de paiement. Exactement. Tous trois finissent par sortir de la chambre, mais une fois sur le palier, ils se stoppent. Les membres de l'ordre discutent toujours dans le hall. En se penchant discrètement au-dessus de la rampe d'escalier, Harry reconnaît les membres de la garde rapprochés, mais aussi Rogue. Au même moment, une ficelle couleur chair passe devant eux. C'est Fred et George, bien sûr, à l'étage du dessus, qui tendent une oreille à rallonge. Non, une oreille à la rallonge. Une oreille à la rallonge. Mais pas de chance pour eux, les membres de l'ordre disparaissent dans l'entrée. En descendant, Ron rassure Harry en lui précisant qu'heureusement, Rogue ne mange jamais ici. J'aime bien cette petite scène de... Ils font les petites fouines et là, il y a
petite ficelle qui descend. Je trouve ça assez comique. Les petites fouines. On voit qu'il n'y a pas que Harry, Ron et Hermione qui sont des petites fouinasses. Fred et George, ça les frustre d'être là et de ne pas participer activement aux activités de En même l'ordre. temps, c'est compréhensible. Il y a un truc énorme qui se passe pour renverser un mage noir. Et ils peuvent pas participer et ça doit être hyper frustrant. Ouais. Surtout que eux, ils sont pas loin d'être majeurs et tout. Donc, ouais. Non, ils sont même majeurs, attends, si je dis pas de bêtises. Non, le transplantage, c'est 17 ans. Hein. Ouais, mais est-ce qu'ils sont majeurs, Fred et George ? J'ai un petit doute. Ah, je crois que oui, ils sont majeurs parce que dans le chapitre d'après, quand il va être question de donner des informations à Harry et donc du coup, qui reste, qui sort de la cuisine, il y a que Ginny qui finit par sortir parce qu'elle est mineure. Et Fred et George, ils sont là en mode mais nous on est majeurs, et je crois qu'Arthur dit oui, tu peux pas, Molly, tu peux pas contraindre Fred et George de sortir, ils sont majeurs, ils sont responsables maintenant. Donc je crois qu'ils sont majeurs et je crois qu'il faut être majeur. Mais du coup, la majorité chez les sorciers, c'est 18 ans. Non, c'est 17 ans. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça. Ouais. Une fois dans le hall, un bruit sourd retentit. C'est Tonks qui a fait tomber le porte-parapluie / jambe de troll. Oui, je sais pas si on a précisé, mais il y a ça dans l'entrée. Une déco de toute beauté. Ouais, c'est clair. Glauque. Aussitôt, les rideaux devant lesquels Harry était passé s'ouvrent et laissent découvrir le portrait grandeur nature d'une vieille dame qui hurle comme une démente en bavant. Lupin et Madame Weasley s'empressent de fermer les rideaux, ou en tout cas ils essaient car les rideaux résistent, tandis que le portrait continue de vociférer des insultes telles que « vermine, bâtard, mutant, monstre ». Madame Weasley abandonne et s'occupe de stupéfixer les autres portraits de la maison qui se sont mis eux aussi à crier. Bientôt, un homme aux longs cheveux noirs ordonne à la vieille dame de se taire et avec l'aide de Lupin, il parvient enfin à fermer les rideaux et stopper le vacarme. Sirius Black regarde alors son filleul et lui souhaite la bienvenue en constatant qu'il a déjà fait connaissance avec sa mère. Et c'est une fin de chapitre. Merci, Jérémy. Bah, merci, Marina. Finalement, on a trouvé des trucs à dire. Oui. C'était cool, la 2, comme ça. Ah ouais ? Alors, attention, hein, on adore avoir des invités, on continuera à le faire, mais je sais pas, ça me rappelle des souvenirs. Souvenirs d'épisodes enregistrés dans aussi, à Lyon. À 2 et tout. Ouais. Ouais, quand on était en tête-à-tête dans notre chambre, on n'avait pas de place, on n'avait pas de bureau au départ quand on a commencé à enregistrer à Villeurbanne. Et moi, j'étais assise sur le lit. Oui. On serrait avec une table et tout. Et moi, j'avais pas de siège, j'étais assise sur le lit et tout. C'était un peu à la route. On n'avait pas de place. C'était pas le même matériel aussi. Mais ouais, c'est. Ouais. C'était cool. C'était très premiers cosy. moments. Ouais. Avec Weasley qui hurlait. C'était très sympa. Quelle fin de chapitre aussi. Hein. J'aime plutôt bien comment est découpé l'Ordre du Phénix pour le moment. Il y a toujours un cliffhanger à la fin qui te dit je suis obligé de lire le chapitre d'après. Là, j'aime beaucoup que ça se termine sur Sirius. En plus, qu'il y a cette phrase je vois que tu as fait déjà connaissance avec ma mère. Et on est là en mode waouh. Attends, on est dans la maison de Sirius. Mais on est dans la maison de Sirius. D'ailleurs, on a très peu parlé de. Enfin, on a un petit peu évoqué, mais l'ambiance de cette maison et tout. Ça doit te parler quand même, ces deux squares Grimmauld, toi qui aimes le paranormal quoi. Et tout. Ouais. Bah, là, il faut faire une enquête de paranormal, non, cette maison, non ? Ouais, clairement. Bah, avec toute la magie noire qu'il a dû avoir, il n'y a pas des très bonnes ondes, je pense. Ouais. Alors, la décoration est lugubre, mais malgré tout, on a un coup de cœur sur le papier peint Minalima de l'arbre généalogique des Blacks, qui est juste magnifique. Ouais. Et il y a toute une collection aussi de tasses à thé et tout, avec ce même motif. Je suis fan. Franchement, si on est propriétaire un jour directement, on demande à la banque faites-nous un prêt immobilier et un prêt pour le papier peint. Et il est un peu on cher, en met partout parce que c'est 99 livres le rouleau. Ouais, c'est un voilà. D'ailleurs, dans notre bar préféré de Caen, le Moons and Sons, il y a un petit pan de mur avec le papier peint de Minalima avec l'arbre généalogique des Blacks. Ouais. Globalement, j'aime plutôt bien la direction artistique, l'imagerie en fait du 12 Square Grimmauld dans les films. Je trouve qu'ils ont fait un bon taf.
Et moi, c'est une maison que j'aime bien. Enfin, j'aime bien l'ambiance, en fait. En plus, il y a tout ce truc. Ouais, enfin, moi, je sens un peu l'odeur de renfermé et Oui. tout. La poussière. J'aime bien quand il y a des ambiances inquiétantes dans Harry Potter. Tu sais, on avait évoqué, par exemple, quand dans le chapitre précédent, quand Harry il a privé de drive et que la garde rapprochée arrive, mais Harry, il le sait toujours pas. Il pense que c'est des cambrioleurs. Et la porte s'ouvre, il doit descendre l'escalier, il voit des silhouettes dans la cuisine, dans la pénombre. Et j'aime bien le genre d'ambiance qui te tende un peu en tant que lecteur. Et là, c'est le cas parce que Harry, même s'il est accompagné de la garde, il se sent pas en danger. Il est dans une maison qu'on connaît pas, nouvel environnement qu'on découvre. Et on sent que c'est un truc bizarre, un long hall obscur qui pue le moisi, avec des têtes d'elfes. Et tu te dis, mais c'est quoi ce lieu de magie noire et tout. Et je sais pas, moi, c'est des souvenirs de lecture qui sont assez prégnants et que j'aime bien me replonger dans ces chapitres-là, en fait. Et nous passons à la chronique où nous parlons du personnage qui nous a le plus marqué dans ce chapitre. Je vais te demander, Jérémy, mais c'est une simple formalité parce que je pense savoir quel est le personnage qui t'a le plus marqué. Ouais, j'ai un peu spoil tout à l'heure. On lui dit à 3 ? Ah, toi aussi, c'est pareil ? Non. Mais c'est pour deviner ton personnage. Ah, toi 1, 2, 3. Ginny. Oui, bah, je l'ai dit tout à l'heure. Non, ouais, je sais pas si je devais retenir qu'un personnage, ça serait elle parce que, bon, il y a Harry, évidemment, qui inonde tout le chapitre avec sa colère et tout, mais là, je trouve qu'effectivement, comme je disais, c'est la première fois qu'on aperçoit Ginny telle qu'elle est vraiment, telle qu'elle va être, avec son caractère, sa véritable personnalité, le fait qu'elle tienne tête au garçon. Je sais pas, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, surtout dans les livres, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui a été pas mal sacrifié, on va pas se mentir, dans les films. Et à partir de là, c'est justement à partir du 5 où je trouve qu'il y a une fracture entre les livres et l'adaptation au cinéma, c'est que là, on va découvrir une Ginny complètement différente, qui est indépendante, qui aime bien flirter avec les garçons, qui l'assume et qui se laisse pas faire quand ses frères misogynes veulent la contraindre. Voilà, c'est la Ginny que j'aime qui se présente ici et du coup, je la retiens, elle. Mais toi, t'as choisi quelqu'un d'autre ? Bah oui, Edwige. Je vois qu'il y a Edwige sur Edwige. Mais parce que elle est trop mignonne, elle est tellement loyale à Harry et tout. Et lui dit tu pars pas et tu fais le nécessaire pour avoir des réponses. Et genre elle a torturé Ron et Hermione pour obtenir des réponses parce que Harry lui avait dit, tu vois. Ouais. Enfin, et puis je pense qu'elle est trop contente de le retrouver et tout. Et puis moi ça me fait de la peine parce qu'elle va bientôt mourir. Alors du coup voilà. Et à chaque fois tu parles de sa mort, c'est fou ça. Parce qu'elle m'a Depuis le tome 1, tu parles que d'Edwige à chaque fois qu'elle est là et tu parles tout le temps du fait qu'elle va mourir. Parce que c'est mon trauma. Je sais pas. Ça m'a traumatisé sa mort. Je m'en remets toujours pas. Ouais, puis le truc c'est que là on voit bien, c'est un exemple où Edwige est fidèle à Harry même quand lui est pas agréable avec elle. Bah il lui a un peu crié dessus et tout et pourtant elle a obéi à ce qu'il lui a dit. Et pour le coup, bah j'ai pas l'impression que les hiboux, c'est pas comme les elfes de maison où ils sont contraints par la magie. C'est-à-dire que Edwige pourrait très bien dire Balek mec, vu comment tu as parlé, je vais te livrer tes lettres mais je vais pas faire ce que tu m'as dit. Et en fait non, on voit bien qu'elle est fidèle et tout. C'est sa meilleure amie. Il y a un lien et puis je pense que c'était son seul réconfort quand il était chez les Dursley et tout. Ouais. Donc, et malgré tout, il lui laisse quand même sa liberté d'aller chasser la nuit, etc., de faire sa petite vie de chouette, quoi. Ouais. On aurait pu citer, c'est vrai, je vois ça un peu dans le chat, on aurait pu citer la maman de Sirius, le portrait à Walburga qui fait une entrée fracassante, évidemment, et qui est un personnage assez fascinant aussi. Ça participe aussi au côté terrifiant de cette maison, évidemment, ce portrait qui hurle, tout le vacarme qui s'ensuit, ces rideaux que t'arrives pas à fermer et tout. C'est vrai que c'est assez marquant. As-tu renommé le chapitre ? Oui, t'en as un toi ou pas ? Pas vraiment ? Pas vraiment. Non, vas-y, donne le tien. Pourquoi ? Donne le tien. Bah non, mais en fait, j'ai pas réussi à trouver. Je voulais trouver un titre qui faisait écho, genre à maison et appartement à vendre ou un truc comme ça, tu vois. Ou Square Grimoire à vendre. De l'extrême ou... Oui. Tu vois, enfin, je voulais trouver un truc comme ça et j'ai pas réussi à trouver. Il y a pas une émission sur M6 où c'est maison à rénover ou... Rénovation de l'extrême ou un truc comme ça sur... Rénovation de l'extrême. Sur la chaîne de la TNT, je crois. Enfin, sur une chaîne de la TNT. Limite, ça sera plus le chapitre d'après parce qu'on va avoir un peu leur quotidien. Ouais. Ils vont devoir désinfecter la maison. Mais ouais, je voulais trouver un truc avec maison ou appartement à vendre et j'ai pas réussi à trouver. Et toi ? Bon, le mien, il est musical. Mais je vais pas chanter. Non, je vais pas chanter. Je chante pas. Ça, c'est, voilà, je le fais de temps en temps quand ça me fait marrer.
mais il est musical néanmoins. Je vous passe un petit extrait. Moi, c'est plus le All Caps Harry qui m'a ça va être du métal. qui m'a inspiré, le fait que Harry sorte de ses gonds et que tout le monde est obligé de dire ah, c'est bon Harry, on est de ton côté, Harry, calme-toi. Et du coup, extrait en fait. You need to calm down, Harry. You're being too loud, Harry. Voilà, je trouve que ça évoque en bien. En plus, c'est Harry. moi qui t'ai fait découvrir cette musique. Surtout qu'on a parlé de Taylor Swift il y a pas longtemps là. Ah ouais? Au chapitre précédent, je crois qu'on avait dit d'elle que c'était une Vélane, si ça se trouve. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'elle remplissait des stades. Fan de Taylor Swift, vous pouviez pas me faire plus plaisir, voilà. You need to calm down. Alors pourtant, moi, je connais pas trop Taylor Swift. You're being too loud. Mais ça correspond trop à Harry dans le chapitre. Oui, c'est vrai. Voilà, ça serait mon renommage. Et nous passons à la volière. Et nous passons au premier hibou sonore, celui d'Henri. Salut Jérémy et Marina, mes hommages à l'invité. Je m'appelle Henri et je vous écoute en direct de Toronto au Canada. Et en écoutant votre dernier épisode, puisqu'on y parlait d'Arthur Weasley, je me suis demandé si les sorciers et les sorcières étaient impressionnés par la magie des moldus. Est-ce qu'ils sont divertis en voyant un moldu qui se prétend être magicien faire des tours de passe-passe, faire des illusions, ce genre de choses-là. Moi, je me dis que Arthur était impressionné par un canard qui flotte dans une baignoire. Alors, je me suis dit, pourquoi pas être impressionné par une assistante qui se fait scier en deux? Ou peut-être que, justement, ils trouvent ça bien drôle parce que eux savent faire de la magie pour vrai, alors que les moldus prétendent seulement qu'ils sont capables de le faire. Donc, je pense que c'est une question qui peut être assez intéressante et de laquelle vous pourriez discuter pendant quelques minutes. Allez, à la prochaine. Merci Henri. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Pardon. Ta capacité de te moquer des prénoms des auditeurs et je auditrices. Je me moque pas. Par la musique. C'est des rêves musicales. C'est pas de la moquerie. En tout cas, merci Henri de nous écouter depuis Toronto, c'est ça Henri disait? Toronto. Est-ce qu'on connaît Daniel Balavoine à Toronto? Bien sûr, je pense que oui. Ah oui, tu penses? Alors, ça dépend quel sorcier. Je pense que, par exemple, Arthur Weasley peut être impressionné par la magie des moldus, de se dire, mais attends, ils n'ont pas de pouvoir magique et pourtant ils réussissent à faire des tours de magie. C'est ingénieux. Et il va essayer de voir quels sont les tours, comment ils arrivent à faire. Par exemple, je pense que ça passionne Arthur Weasley de savoir comment les boîtes sont faites, quand l'assistante est coupée en deux et tout, parce que c'est tout des mécanismes d'ingénierie. Mais par exemple, je pense que la plupart des sorciers sont un peu dédaigneux, des moldus qui essayent de faire comme eux, en fait. Tout n'est qu'apparat, etc. Je pense que la plupart sont un peu dédaigneux. Parce qu'ils sont un peu... Oui, il y a quand même pas mal de dédain sur la vie des moldus par rapport aux sorciers. On en avait déjà parlé. Mais je pense que les Arthur Weasley du monde des sorciers sont très impressionnés et curieux. Ouais, et toi, qu'en penses-tu? Je suis complètement d'accord. Je pense pas qu'il y ait de consensus. Je pense que d'un côté, tu vas avoir les Arthur Weasley qui vont être émerveillés en mode « c'est moldu, ils sont trop forts, comment ils trouvent ces solutions-là ?» Alors que pour nous, c'est inné, on a juste à faire un mouvement de baguette et voilà. Et puis d'un autre côté, je pense, je sais pas, genre, je vois mal quand même une famille Malfoy trouver formidable la magie des moldus, quoi. Ouais. Parce que comme les moldus, c'est tous des scums, et en fait, ils vont trouver ça ridicule, en fait, et pitoyable. Ils n'arrivent pas à leur cheville, quoi. Ouais, voilà, il y a différents courants. Oui, limite, ils les trouvent encore plus ridicules d'essayer d'imiter leur magie, tu vois. Après, moi, évidemment, si j'étais un sorcier, je serais plus du côté d'Arthur. Et limite, c'est un peu une offense pour eux, tu vois. Ouais, c'est un peu genre, essayez pas de nous imiter, vous êtes ridicules. Mais bon, ça, on parle des sorciers peut-être peu fréquentables. Aussi. Mais ouais, ça serait ma vision aussi. On passe au prochain. Il nous a été envoyé par Audrey. On écoute son hibou. Coucou la fréquence et coucou l'invité, c'est Audrey.
Écoutez, moi pour mon petit message, je voulais savoir quelles sont les anecdotes les plus improbables, drôles ou qui sortent de l'ordinaire que vous ayez entendues de la part de fans ou d'amis, etc. par rapport à Harry Potter. Que ça soit des rencontres, que ça soit la façon d'être rentré dans l'univers, etc. Moi, ma petite particularité, c'est que je suis rentrée dans l'univers Harry Potter en voyant le tout dernier film quand il est sorti au cinéma, et je devais avoir genre 17, 18 ans, quelque chose comme ça. Et je ne les avais jamais lus et jamais vus. Bon, et voilà, bisous. Merci Audrey pour ton message. C'est vrai que c'est peu banal de découvrir avec le dernier film quand on a 17-18 ans, parce que c'est un truc où tout le monde en parlait et tout, donc t'es passé entre les mailles du filet jusqu'à ce que le dernier film vienne te chercher. Donc ça, c'est pas banal. Alors après, est-ce qu'on a des anecdotes improbables racontées par d'autres fans ou d'autres amis par rapport à Harry Potter ? En vrai, non, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas d'anecdote précise. Globalement, quand je parle avec d'autres fans, moi, je trouve ça toujours un peu fou ce que certains sont prêts à faire et ce qu'ils font pour rencontrer des acteurs des films. Ça c'est parce que je suis pas trop dans la même approche au niveau de Harry Potter. C'est-à-dire que je suis très content à chaque fois de rencontrer des acteurs, mais c'est vrai que je paierais pas tout super cher pour avoir une photo avec eux, ou j'attendrai pas des heures pour voir un acteur d'Harry Potter. Mais je trouve ça super assez fou, quoi. Souvent, parfois improbable, quand on apprend qu'ils sont prêts à attendre 5-6 heures dans le froid juste pour avoir un petit autographe et tout. Moi, j'ai de l'admiration pour ça. Je le fais pas, personnellement. Donc, j'ai pensé à ça. Un truc improbable aussi, c'est pas vraiment de l'anecdote, mais c'est plus avec le recul. Je me dis, c'est quand même assez improbable les crushs qu'on a pu avoir avec Harry Potter. Que ça soit justement que ça soit les acteurs des films ou les personnages dans les romans, tu vois, par exemple, moi, Hermione, j'avais un gros crush sur Hermione. C'est quand même bizarre, je veux dire ça. Genre, j'ai vraiment eu un crush pour un personnage de fiction. Alors après, en même temps, là, c'est la mode de la romantaisie. Ouais. Je peux te dire qu'il y a plein de lecteurs et de lectrices qui ont des crushs sur des personnages de fiction en ce moment. Oui, non, c'est vrai, ça existe toujours. Et, oui. Et c'est carrément OK, et je comprends à fond. Hein. Ça fait partie justement du processus d'identification à de la fiction, peu importe le médium, cinéma, littérature, etc. Donc effectivement, on peut avoir des crushs, on en a eu, on continue d'en avoir et tout. Je trouve ça juste improbable de dire, tiens, en tant qu'enfant, on a eu un crush sur un autre acteur enfant, par exemple, pour les films. Voilà, ça serait ça. Tu vois, j'ai quand même écrit à Emma Watson et tout, genre... J'étais un peu in love, hein, tu vois, ça, c'est parti un peu loin. À Audrey Tautou aussi. Oui, à Audrey Tautou. Ouais. Non, mais j'avais ce truc-là, genre... Audrey Tautou, par contre, elle avait pas mon âge, mais je crochais beaucoup sur des actrices, c'est vrai. Mais ça, c'est quand j'étais plus petit. Mais pour autant, j'aimerais bien voir Emma Watson, ça me ferait super plaisir. Mais j'attendrais pas des heures ou je paierais pas super cher pour avoir un autographe, une photo et tout. C'est un truc, aujourd'hui, je le ferais pas, mais par contre, quand j'étais plus petit, j'étais un peu à fond. Sur l'improbabilité ou le côté un peu loufoque, j'ai entendu une anecdote il y a pas longtemps dans le podcast québécois de Frédéric, En attendant ma lettre de Poulard. Et je crois que c'était une de ses invitées qu'elle était tombée amoureuse de Ron à cause ou grâce à l'illustration française des couvertures. Et j'avais jamais entendu ça. Genre, elle trouve Ron trop mignon, trop cute sur les illustrations, les couvertures françaises. Et je sais pas, j'avais jamais entendu ça. Je trouvais ça assez improbable. Et sinon, dernier truc improbable, et là, je lance une balle perdue à un de mes potes. Il y a un de mes amis, quand on était sur Internet, on devait choisir des pseudos, tu vois. Et souvent, on prenait des pseudos Harry Potter. Et lui, ça fait un écho au chapitre qu'on vient de faire. Il a choisi le pseudo créature, genre K, exactement, enfin c'est créature. Qui l'elfe des Blacks. Mais non, mais je veux dire, c'est qui ce pote? C'est Médéric. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Je sais pas pourquoi, je savais. Je savais. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre. Je fais, tu pouvais prendre n'importe quel personnage, t'as pris créature, c'est bizarre. Et voilà. Mais ce que je pense que ce qu'il aimait dans le pseudo, c'est que c'est créature, mais écrit de façon stylée un peu, tu vois. Genre, c'est pour ça, mais je fais, c'est bizarre un peu. Mais voilà. Bon, après, il faut dire que quand j'écrivais des news pour des sites de fans à l'époque, je m'appelais, un de mes pseudos, ça avait été Dobby, tu vois. Donc, je sais pas si c'est mieux en vrai. Côté l'élève de maison du site, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Moi, j'en ai pas. J'ai essayé d'en chercher, mais j'en ai pas trouvé des improbables ou des choses comme ça. Pas, en tout cas, pas trop sourcées et tout. Mais j'ai trouvé un truc assez. Je sais pas si c'est marrant ou pas. Dans le journal Les Échos, où on a appris en fait que les services secrets britanniques avaient prévenu Bloomsbury que le 6 avait fuité sur Internet. Alors, on rappelle que les services secrets britanniques sont chargés de prévenir les actes terrorisme et le crime organisé. Mais apparemment, les agents sont tombés sur des fuites en fait du nouveau roman, et donc du coup, ils ont prévenu. En fait, le fondateur de Bloomsbury, il raconte qu'il a au téléphone, il y a un mec des agents secrets qui est avec le téléphone pour lui dire que le roman avait fuité et qu'ils faisaient le nécessaire pour que ça s'arrête. Donc, je trouve ça assez fou parce que pour ceux qui n'ont pas connu, c'était incroyable. C'était un lockdown des éditeurs. En fait, quand le livre sortait, il fallait absolument pas que ça fuite. Il y avait le plus grand secret autour des livres. Je sais plus ce qui avait été mis en place dans les imprimeries et tout. Mais c'était hyper hardcore. Je crois que les gens signaient des accords de confidentialité et tout. C'était incroyable. C'est ça, c'est que je crois le 6 a fuité, le 7 a fuité, évidemment. Il me semble qu'à chaque fois, c'était à cause de salariés peu scrupuleux au sein des imprimeries. Parce que c'est là où le livre il est le plus vulnérable, parce qu'il est imprimé. Donc voilà, je me souviens quand même que pour le 7, quelqu'un avait pris en photo chaque page dans l'imprimerie et les avait mis sur Internet. Ils avaient pris des précautions énormes, des choses jamais vues dans le monde de la littérature. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images, mais les livres arrivaient sur des palettes pour les livraisons au magasin, aux libraires, etc. Et en fait, les palettes étaient enrobées de plastique noir pour ne pas voir ne serait-ce que la couverture, pour qu'il y ait zéro tentation. Mais par contre, effectivement, à chaque fois que ça a fuité, il me semble que c'était à l'impression. Parce que à l'impression, voilà, le livre, tu vois les lettres, tu vois les mots, tu vois les pages. Mais je crois qu'il y en a qui ont reçu des peines. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'était fait arrêter et tout. Je crois qu'ils avaient retrouvé la source. Il n'y avait pas un train qui avait pris feu, qui transportait des exemplaires ou pas? Ah, ça me dit rien. Il n'y avait pas eu un truc comme ça? C'est vrai qu'il y a des anecdotes un peu folles sur les impressions. Je pense que ça concerne surtout les 2 derniers tomes d'Harry Potter, parce que c'est là où c'était un phénomène mondial et c'était des livres extrêmement attendus comme jamais le monde de la littérature n'avait connu. Effectivement, ils ont pas réussi à garder le secret. Hein. Je veux dire, je me souviens que les Reliques de la Mort, ça, je m'en souviens très bien. Le 6, j'ai pas trop de souvenirs. Mais les Reliques de la Mort, on savait que le livre avait fuité sur Internet quelques jours avant. Et là, c'était très compliqué parce que on voulait s'en protéger, quoi. Donc, mais on savait que la copie, elle se baladait partout et tout. C'était pas forcément la meilleure des périodes. Et c'est pour ça que je me souviens, quand L'Enfant Maudit est sorti et est arrivé au théâtre, il y avait tout ce truc, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait tout ce truc de la com au niveau marketing de Keep the Secret. Il y avait #Keep the Secret, parce que à l'époque, ils avaient été assez traumatisés par effectivement les fuites des livres. Et donc, du coup, ils voulaient que les spectateurs de théâtre qui voulaient pas lire le script, la plupart d'entre eux ne lisaient pas le livre, ils voulaient juste voir le spectacle sur scène. Et donc, du coup, c'est genre, ne spoilez pas tout sur Internet. Voilà, donc, mais bon, ça a toujours été compliqué, hein. Internet, ça se propage à une vitesse folle, quoi. Ouais. Et j'ai une autre anecdote, mais elle est pas improbable. Mais on en a parlé il y a pas longtemps avec une amie, Léonie, qui est venue dans un épisode. C'est en fait, notre amitié est née grâce à Harry Potter. On s'est rencontrés en cours, en fait. Et pourtant, en fait, quand je l'ai rencontrée, Léonie avait à peine 18 ans et moi, j'avais 25 ans. Donc, on avait quand même un gap d'âge. Et en fait, je sais plus comment c'est venu. Elle a commencé à parler d'Harry Potter avec passion. Et je lui ai dit, t'aimes bien Harry Potter? Elle m'a dit oui, et moi aussi. Et on est devenus amis comme ça. Elle m'a prêté L'Enfant Maudit, parce qu'elle parlait de L'Enfant Maudit et tout. Pas le meilleur livre, mais elle m'a prêté L'Enfant Maudit. Et en fait, c'est comme ça qu'on est devenus amis, en fait. Voilà. Donc, je trouve ça plutôt mignon. Anecdote improbable, on s'est rencontrés grâce à Harry Potter. Ah oui. Voire plus précisément, même grâce à un podcast Harry Potter. Et on sait que ça existe, on sait que dans la commu, notamment sur Discord et tout, il y en a qui se sont rencontrés parce qu'ils écoutaient Fréquence 9 3/4. C'est complètement fou, quoi. Il y a plein d'histoires comme ça. Ouais, c'est trop mignon. Ouais. Nous passons au hibou sonore d'Hélène.
Salut la fréquence, c'est Hélène, j'ose enfin vous envoyer un petit audio. J'ai une question que je me pose depuis longtemps sur Harry Potter. Dans Harry Potter 2, la chambre des secrets, quand il prend la poudre de cheminette, il dit chemin de travers en français et il se retrouve dans l'allée des embrumes. Je comprends pas comment c'est possible. Et j'ai regardé en anglais, du coup je me suis dit c'est peut-être en anglais et ça n'a pas été très bien traduit, je ne sais pas. Donc Nocturne Alley, l'allée des embrumes, et Diagon Alley. Et en disant Diagon Alley, même en le disant très mal, je vois pas comment il se retrouve dans Nocturne Alley. Si vous avez une réponse à me donner, ou je sais pas, peut-être que vous n'êtes jamais posé la question. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, c'est génial, j'adore vous écouter. J'avoue que je vous écoute un peu le soir et je m'endors souvent, donc je réécoute beaucoup vos épisodes, mais ça me fait du bien de me replonger dans Harry Potter. Moi, ça fait très longtemps que je les ai pas lus. Les films, je les regarde assez régulièrement, mais j'ai envie de me relancer dans la lecture et j'avoue que vous écoutez, ça me motive. Voilà, bisous, merci. Merci Hélène. Et je me passerai de chanter Hélène de Rock Voisine, même si j'en ai affreusement envie. Ou Hélène et les garçons. Moi, je préfère celle de Rock Voisine. Alors, en fait, on n'a pas de réponse précise, sauf erreur de ma part. J'ai vu une théorie sur Internet avec le terme anglais donc Diagon Alley. Il a dit Diagon Alley, donc diagonale. Et en fait, ça l'aurait emmené diagonalement vers une grille trop tôt et ça serait l'allée des embrumes, en fait. Ah, les fans zinzin qui cherchent une explication à tout. Ouais. Mais après, et j'ai pas pensé à regarder hier dans le 2. Il y a plusieurs fans qui disent que Madame Weasley précise qu'il est sorti une grille plus tôt, apparemment, dans le chapitre. Attends, une grille plutôt, c'est-à-dire ? Bah, une grille, tu sais, de cheminée, quoi. Ouais. Moi, honnêtement, je pense pas qu'il y ait d'explication vraiment à trouver. Je pense que c'est plus une blague. Hein. C'est une blague en mode tu prononces pas très bien le nom, bah tu te rends pas tout à fait là où tu veux aller. Ouais, mais pourquoi aller des embrumes, tu vois, pourquoi parce que c'est pas loin, c'est à côté. Ouais. Okay. Ouais, c'est ça, je pense. Il l'a pas bien prononcé, bah il est pas tout à fait au chemin de traverse, quoi. Mais du coup, les fans appellent ça sur Internet la théorie de diagonale. Ça me fait. Non, mais pourquoi pas. Après, j'ai tendance à pas tout théoriser, à pas tout expliquer. Ah bon ? Bah non, c'est vrai. Je pense qu'il y a des trucs où... Tu sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de théories où je suis un peu méchant avec, parce que pour moi... Bah oui, mais parce que pour moi, ça fait pas de sens, parce que en fait, il n'y a pas une explication à tout, tu vois. Il y a pas forcément... Mais voilà, il n'y a pas besoin de tout expliquer. Là, je pense que c'est plus une blague. Je pense, hein. Après, voilà, ça se trouve, il y a après, tout un... diagonally. Ouais. En plus, en français, c'est plutôt bien traduit. Chemin de travers. Chemin de travers. C'est au lieu que ça soit un chemin de travers, c'est un chemin de travers. Petite anecdote, si on retourne sur les anecdotes, je pense que vous avez vu sur Instagram les stories, si vous nous suivez, Jérémy à Chambord s'est mis, parce qu'il y a à Chambord, au château de Chambord, il y a des énormes cheminées où vraiment on tient debout. Ouais. Et donc, du coup, Jérémy a imité la poudre de cheminette dans une cheminée à Chambord. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on s'amuse tous les deux. Oui, parce qu'on s'était déjà dit, mais moi, je trouve ça toujours bizarre. C'est-à-dire qu'on part du principe que les sorciers chez eux, ils ont tous des énormes cheminées comme ça, quoi. Parce que sinon, comment tu peux utiliser le réseau de poudre de cheminette pour voyager ? C'est pas possible. Bah, à Chambord, ils pouvaient utiliser le poudre de cheminette. Mais ça prend de la place quand même. On le voit bien dans le film. En même temps, ils ont la place à Chambord. Oui. Mais bon, dans des maisons de sorciers, tu vois, ça prend de la place quand même d'avoir des cheminées comme ça. Donc c'est un peu old school, mais bon, je pense que c'est dans l'imaginaire, quoi. On le voit bien, le terrier comme il est dans le film, dans la chambre des secrets, voilà. Je pense que c'est plus une blague. Je sais pas s'il y a vraiment une explication rationnelle au fait qu'il se trouve dans la cheminée de Barjo Weber qui n'est pas dans une autre. C'est plus... heureux hasard. Voilà. Et ben, on termine cette volière avec un dernier hibou qui nous a été envoyé par Marie. Ça tombe bien parce que c'est moi qui le lance, donc Marina ne pourra pas chanter Johnny Hallyday. Après, c'est parti, on écoute ça. Oh Marie. Non. Si tu savais. Salut Jérémy, Marina. Je profite de votre épisode avec Adrien pour enfin essayer de découvrir les épisodes du podcast, et j'ai commencé par l'épisode sur l'étymologie parce que je partage cette petite passion avec Jérémy où j'aime bien regarder l'étymologie des noms. Et pour le coup, dans cet épisode-là, vous mentionniez une convention sur Dijon avec un message dans votre volière de l'époque d'une auditrice qui s'appelait Marina, qui disait qu'elle serait présente ce jour-là. Donc je trouve ce petit moment très
très mignon à entendre. Et si j'avais une question, ça serait, au final, quel est votre compositeur préféré sur les films Harry Potter, pardon. Moi, j'adore le travail de Nicolas Hooper, où pour moi, en fait, écouter la bande originale de Harry Potter, ça passe surtout par écouter celle de l'Ordre du Phénix. Voilà, bisous. Avec la baguette de Suro, est-ce que ce serait pas Dumbledore qui aurait réparé la baguette de Hagrid après son expulsion, avec son grand sens de la justice, parce qu'il sait qu'en fait Hagrid n'est pas du tout coupable de ce dont il est accusé, à savoir d'avoir lâché un monstre sur les enfants de Moldu pendant quand la chambre des secrets a été ouverte pour la première fois. Et donc du coup, Dumbledore aurait réparer la baguette et il aurait fusionné, entre guillemets, enfin caché dans ce fameux parapluie rose. Voilà, qu'en pensez-vous? Je vous embrasse et continuez comme vous faites. Merci Marie. Petite Marie. Pardon. En fait, mais c'est de ma faute, je t'ai provoqué, c'est pour ça. Alors, est-ce que Dumbledore a réparé la baguette d'Hagrid avec la baguette de Suro? Pour moi, c'est mon headcanon à 100%. Pour le coup, ça, c'est une théorie que je valide à 1000%. Alors, c'est pas vraiment une théorie, pour le coup. C'est plus expliquer quelque chose qui est pas forcément décrit dans le livre. On sait que Hagrid peut utiliser les fragments de sa baguette magique parce qu'ils sont dans son parapluie. Après, concrètement, comment c'est possible? Je pense que Dumbledore a fait exactement ce que tu décris, Marie. Je pense qu'il a utilisé sa baguette de Suro pour réparer la baguette d'Hagrid tout en la cachant dans le parapluie pour que ça soit pas visible de tous. Pourquoi un parapluie rose? Ça, je ne sais pas. Un parapluie rose, je ne sais pas. Parce que j'ai du mal à imaginer le choix d'Hagrid d'un parapluie rose, lui qui aime bien les manteaux en peau de taupe. Oui, c'est bizarre, ouais. Il aurait pu utiliser une espèce de, je sais pas, une canne, un bâton. Oui, c'est un parapluie rose. Est-ce que c'est peut-être le côté un peu original de Hagrid, tu vois? Le côté un peu fashion week, je sais pas. Mais oui, carrément, enfin, dès lors que Harry répare sa propre baguette avec la baguette de Suro à la fin du tome 7, tout de suite, je me suis dit, c'est sûr que Dumbledore a fait la même chose pour Hagrid. Et je trouve que tes raisons, les raisons que tu décris, Marie, sont exactement celles que j'ai en tête. C'est que Dumbledore savait pertinemment qu'Hagrid n'était pas coupable et que c'était complètement injuste qu'il se fasse, un, renvoyer, deux, qu'il se fasse casser sa baguette. Et donc, du coup, il a réparé cette injustice en réparant la baguette parce qu'il avait le pouvoir de le faire. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, Marina. Ok. Donc voilà, je valide certaines théories que j'ai moi-même. Donc la preuve, merci Marie. Et voilà pour cette volière musicale grâce à moi. Ouais. Pour candidater, comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer un vocal d'une minute s'il vous plaît, et pas 3 minutes. Soit par message sur Insta, Messenger ou Twitter, ou sinon par email à l'adresse en description. Pour Insta, vous devez d'abord nous envoyer un premier message pour faire un vocal. Juste dites-nous et on valide ça assez rapidement. Et vous pouvez bien sûr nous écrire aussi pour réagir. Ça sera pas nécessairement dans la volière, mais on tente de répondre à chaque fois. Globalement, on adore lire vos réactions. N'hésitez pas à le faire publiquement aussi, c'est bon pour les algorithmes qui sont très gourmands. Vous pouvez commenter chaque épisode sur Spotify et YouTube, et autrement, il y a aussi les avis sur le podcast qui comptent beaucoup pour nous avec les étoiles. Donc merci à toutes ceux et celles qui le font et qui s'abonnent sur les applis. Merci également à vous toutes et tous qui avez fait le choix de nous soutenir sur Patreon. Pour 4 galions par mois, vous accédez aux épisodes en avant-première et surtout, vous débloquez les after-shows, ces contenus bonus qu'on enregistre après chaque fin de chapitre, comme vous le savez. On n'est que tous les deux pour une fois, mais ça va pas nous empêcher évidemment d'en enregistrer un juste après. On va faire une petite FAQ, comme on l'a annoncé avec les abonnés Patronus, justement. On vous a demandé de poser toutes les questions que vous aviez en tête, donc on va essayer d'y répondre. Je vais raconter toute ma vie. On va tenter de répondre à toutes les questions. Patreon, ça fonctionne comme une appli d'écoute. Vous pouvez lancer un chapitre ou un after show et faire autre chose sur votre téléphone, ou vous pouvez par exemple lier votre compte sur Spotify pour tout écouter depuis là-bas. Bref, c'est super pratique. C'est des heures de podcast Harry Potter en plus pour vous. Et pour nous, c'est un soutien direct. On touche du doigt le rêve de vivre à peu près de notre passion. Et ça, c'est grâce à vous, les amis. Ouais, non pas notre passion au Dubaï. Non, je plaisante. À chaque fois, je fais la même blague. Je deviens pas drôle. Has been.
Même si c'était un épisode à l'ancienne avec juste Jérémy et moi, on a enregistré en direct sur Twitch. C'est quelque chose qu'on propose depuis pas très longtemps et ça a l'air de vous plaire, donc continue de le faire parce qu'on prend plaisir aussi à le faire. Les replays vidéo sont disponibles exclusivement sur Patreon. C'est une autre contrepartie pour les abonnés. Et si vous aimez le format vidéo, alors foncez nous voir sur Patreon. Autrement, on espère que ce petit podcast sans invité vous a plu, notamment ceux qui nous ont écoutés en direct dans le chat. Moi, j'ai bien aimé. Bah ouais, c'est sympa. C'est une autre dynamique, c'est sûr. C'est un chapitre, je pense, qui va être un peu plus court que les autres. Le podcast va être un peu plus court. Mais c'est bien de temps en temps, pourquoi pas le refaire. Et puis c'est vrai que c'est un peu pratique, c'est vrai que quand on est un peu dans le rush, on peut organiser ça un peu en dernière minute, même si c'est sur Twitch. Mais ça permet de partager des moments aussi. Ouais. C'est assez convivial. Carrément. Mais encore une fois, vous inquiétez pas, si vous avez candidaté et que vous avez très très envie de nous rejoindre à nos micros un jour pour un chapitre, évidemment, la plupart du temps, nous aurons des invités, on continuera à le faire. Ça ne change rien. Alors, on sait que Patreon n'est pas forcément accessible à tout le monde pour revenir sur cette plateforme. C'est normal. C'est pour ça que l'émission reste et restera gratuite pour tout le monde. Et le simple fait de nous écouter, d'écouter la petite pub en début de podcast aussi, de nous suivre sur les réseaux, de rejoindre notre serveur Discord ou de parler du podcast autour de vous à ceux et celles que ça pourrait intéresser, eh bien, tout ça, c'est un soutien direct à ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à le faire. Tout est dans la description. On a même une adresse postale pour nous envoyer des courriers si vous êtes des moldus. Donc, que demander de plus? Ah, si, peut-être, citer les tipeurs du moment. Ça, les tipeurs peuvent le demander. On déroge pas à la règle. Ça serait dommage. Merci à Corsetilou, Marinette, Lucie, Dispirit, Bispag, Poki Pims, Nicelia, Erol, Sophie, Mugiwara, Kimidoc, Aurélien, James, Pamela et Chloé. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain chapitre d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le 5e chapitre de ce 5e tome qui s'intitulera Eh bien, l'Ordre du Phénix, tout simplement. Voilà, c'est simple, carré. Alors, pour la 5e fois aussi, enfin plutôt pour la 1000e fois, et encore c'est pas assez, merci à tous de nous écouter. Et à très vite, les amis. Bisous, bisous.